Dobro večer svima. Ja bih vam samo poželeo dobrodošlicu na ovom našem jeziku pre nego što pređem na francuski, jer je ova radionica na ova naša dva jezika. Tako da Geneviève Fraisse au drugom polu Simone de Beauvoir. Donc, bienvenue à tous et à tous pour la suite de ce colloque consacré au deuxième sexe de Simone de Beauvoir et son actualité 70 ans après. Un très bel anniversaire. Je vous remercie d'être présent et merci Geneviève Fraisse de nous faire l'honneur, ou plutôt le privilège, d'être parmi nous. Nous sommes très heureuses et heureux de vous recevoir donc pour nous parler du privilège de Simone de Beauvoir, puisque c'est ainsi que s'intitule cette conférence et que c'est aussi le titre de l'un de vos ouvrages. Je voudrais simplement rappeler, mais vous le savez déjà, que Geneviève Fraisse est philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS. Elle travaille sur l'épistémologie de la pensée féministe, notamment les concepts de l'émancipation citoyenne et artistique. On lui doit de nombreux livres, que je ne peux tous citer, car ça serait trop long, mais on pourrait mentionner par exemple Muse de la raison, démocratie et exclusion des femmes en France, À côté du genre, sexe et philosophie de l'égalité, mais également du consentement, ou encore La sexuation du monde, réflexion sur l'émancipation, mais aussi Les excès du genre, concept, image, nudité, republié en format poche cette année, et enfin son tout dernier ouvrage, La suite de l'histoire, Actrice, créatrice. Avant de laisser la parole à Geneviève Fraisse, je vous invite, en fin d'exposé, à ne pas hésiter, si vous voulez intervenir, à poser vos questions, exprimer vos remarques, afin d'engager un dialogue. Merci encore et je vous laisse la parole, Madame Fraisse. Merci Andrea, merci beaucoup. Oui, il va falloir tout de suite que je m'explique un petit peu sur la question du privilège. Alors, vous voyez, l'Institut a mis mes deux volumes là. Alors, ce qui est assez drôle, merci. Ce qui est assez drôle, c'est que le premier... ah non, c'était que... Je dis une bêtise. Je crois que le premier, il n'y avait pas de P majuscule à privilège et que ça suscitait évidemment bien des interrogations de la part de celles et ceux qui pourraient croire que je voulais... souligner ou indiquer négativement ce qui ferait la situation de Simone de Beauvoir, qui serait une privilégiée. Or, comme d'habitude, dans mon travail, si je mets un mot en avant, c'est parce que ce mot, je l'ai trouvé quelque part. Alors, soit je le trouve dans l'actualité, comme par exemple quand j'écris sur le consentement, c'est parce qu'on ne discute que de ça dans les années 90 pour savoir si celle qui porte le foulard consente à porter le foulard, celle qui se prostitue consente, voilà. Et du coup, pour moi, c'est pas est-ce que je suis pour ou contre la prostitution ou pour ou contre le foulard, c'est, vous entendez bien que je dis foulard et pas voile, c'est simplement que la question du consentement est un argument. Donc après, je fais un livre sur le consentement, et ça sera, le consentement est-il un argument politique? Donc là, en l'occurrence, pour Beauvoir, c'était pas dans l'actualité que j'avais trouvé le mot important, mais dans ses textes. Or, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que finalement c'est un parcours assez long, moi j'ai eu la chance de la rencontrer, de travailler même avec elle, dans les années 70, notamment autour de ces fameuses émissions Sartre que la télévision française voulait faire avec Sartre, et Sartre avait dit, la télévision voulait... raconter que Sartre raconte sa vie depuis 1905, et Sartre évidemment avec espièglerie avait dit d'accord, mais je vais raconter l'histoire des luttes depuis 1905. On était en grande période de son soutien au journal Libération, on est en 75, et il avait dit, et puis avec Beauvoir on va aussi raconter la lutte des femmes. Donc nous voilà tous partis dans des aventures comme ça que le gouvernement et la présidence de la télévision française ont arrêté en cours quand ils ont compris que ça n'allait pas aller dans le sens un peu comme ça biographique et hagiographique éventuellement
d'une personnalité importante. Bref, il y avait ça, il y avait d'autres choses aussi, bien sûr, au temps moderne. Et donc, c'est un parcours long que je n'ai jamais... C'est curieux, il y a un ami qui me disait il y a trois jours, en m'interviewant, que au fond, c'était une visiteuse dans mon travail, Simone de Beauvoir, c'est-à-dire que j'ai été convoquée par elle, pas par elle, la personne, par son travail, par son existence, alors que moi, je cherchais à reconstruire la généalogie de la démocratie, ce qui était dit, énoncé tout à l'heure dans les titres de mes livres, à savoir quelle est la provenance de la question de l'égalité des sexes, comment la philosophie peut s'emparer de cette question, c'est tout ça qui m'anime. Donc Simone de Beauvoir, c'était pas pour moi un objet aussi important qu'on pourrait l'imaginer après coup, d'autant que, quand moi je dis comme ça de manière un peu lapidaire, moi j'ai jamais lu tout le deuxième sexe, alors là il y a toujours quelqu'un qui s'énerve un peu quand on dit ça, mais c'est vrai que nous ne lisions pas le deuxième sexe au début des années 70. On avait trop de choses à faire. On était convaincus. Et non seulement ça, et on avait quelqu'un en face qui n'avait qu'une seule envie, c'était de nous écouter, nous les jeunes. Donc on s'est trouvé pris dans une sorte de dynamique à double sens qui fait que ce n'était pas le livre, ni même l'icône qui allait nous retenir, mais la personne qui pouvait soutenir, je pense que c'est la dernière icône d'ailleurs du féminisme, après il n'y a que du pluriel, maintenant que du nous et que du pluriel, et donc c'était pas tellement ce qu'elle est retenir, c'était pas tellement son œuvre, que ce qui se croisait dans un être au monde, comme diraient les existentialistes, comme un être au monde où le féminisme a repris toute sa place. Comme d'ailleurs elle a pu le reconnaître dans les entretiens qu'elle a fait avec Alice Schwarzer, c'est que finalement elle a dit je alors qu'elle aurait dû dire nous, et qu'elle a appris à dire nous avec nous, avec les femmes du féminisme du MLF, du mouvement de libération des femmes, donc des années 70. Donc c'est une visiteuse dans mon travail et ça n'a pas cessé jusqu'à cette réédition de 2018, dont vous voyez quand même la couverture magnifique de la grande artiste mystique, qui est une graphiste extrêmement importante, que vous trouverez d'ailleurs, qui a fait donc ce portrait de Simone de Beauvoir, et dont j'ai hérité pour la couverture par chance, parce que comme Gallimard publiait enfin en Pléiade les tomes des mémoires de Simone de Beauvoir, en Pléiade en 2018, ça veut dire très exactement 32 ans après sa mort. Vous savez quand Sartre est passé en Pléiade? 3 ans après sa mort. Donc c'est intéressant de connaître ces choses-là. Et donc et ce qu'on fait passer en Pléiade, alors d'accord, elle est en poche avec le deuxième sexe, elle est même avec une petite sélection dans ce qu'il appelle La femme indépendante, qui est une sélection de textes d'à côté, mais ses œuvres philosophiques ne sont pas encore en Pléiade. Elle est morte en 1986. C'est quand même intéressant, ça fait partie des choses que nous aimons, nous, souligner, au sens des femmes, pas seulement des prix littéraires de cette semaine, mais aussi des éditions complètes comme celle de la Pléiade. Donc, c'est une visiteuse dans mon travail, et je suis plusieurs fois invitée à parler, y compris au lendemain de sa mort, pour elle, à écrire. Et qu'est-ce que je cherche dans ce cas? Je cherche le terme qui va me paraître le plus remarquable pour faire concept. Alors, qu'est-ce que je veux dire pour faire concept? Ça veut dire que mon idée, je suis formée en philosophie, notamment par Georges Canguilhem, donc historien et épistémologue des sciences, qui a beaucoup inspiré aussi les marxistes, comme les althussériens. C'est l'histoire de la philosophie que je vous fais là, des années 70. Mais donc, nous travaillons beaucoup à l'époque, et donc quand on est une jeune étudiante, évidemment, on attrape ça comme une chose passionnante, qui est à quelles conditions on pense. Et donc, je me suis demandé à quelles conditions Simone de Beauvoir s'était mise à penser le deuxième sexe. Donc, encore une fois, ma question, et c'est là où c'est ma génération qui parle, et pas seulement moi, n'était pas est-ce que je suis d'accord ou pas avec elle, est-ce que ce livre va me révolutionner. C'est arrivé, j'ai vu des plus jeunes que moi, j'ai vu il y a peut-être 20 ans, des jeunes femmes de 20 ans justement, s'offrir le deuxième sexe entre elles, et le lire dans le métro comme si elles lisaient un livre révolutionnaire.
J'ai toujours regardé ça avec un étonnement total, en disant je ne comprends pas. Ben si, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où ce livre, c'est là où c'est un grand livre, peut apparaître comme collant à son époque. Donc moi, la question, et je pense que d'autres seraient d'accord avec moi, je tiens beaucoup, comme vous l'entendez, à dire nous et pas seulement je, même si je vais vous parler de mon travail, et de Centrale qui est bien le mien, c'est que je n'avais pas à adhérer ou non à ce qu'elle disait, à ce qu'elle racontait. En revanche, je me demandais comment elle s'y était prise. Évidemment, faisant des études de philosophie, étant professeure de philosophie, puis après chercheuse au CNRS, la question c'était de combler un manque énorme pour moi, à mes yeux, qui était que ce n'était pas une question philosophique, la question qu'on appellerait aujourd'hui sexe-genre ou étude de genre, ou comme on veut, c'était pas une question philosophique. Et ce que les philosophes en ont fait, je l'ai écrit dans un livre que j'ai fait il y a longtemps sur la tradition philosophique, c'était plutôt des notes en bas de page, et avec des problèmes sur tout ce qui serait d'une égalité possible entre les sexes. Donc, il y avait un manque, et ce manque, Simone de Beauvoir, elle occupait une certaine place dans ce manque. Donc, si je lis Le deuxième sexe, et je vais vous le conseiller, lisez l'introduction. Lisez et relisez l'introduction. Pas la totalité du livre, si vous voulez. L'introduction, c'est un discours de la méthode. J'ai fini par l'écrire et donc le publier dans la réédition, que je l'avais publié dans le magazine littéraire. Son introduction est un discours de la méthode, en fait. C'est-à-dire qu'on peut regarder par rapport au discours de la méthode cartésien de Descartes ce qu'elle en a fait. Car, encore une fois, une chose à dire à propos de Simone de Beauvoir, c'est une lectrice hallucinante. Il n'y a pas d'autre mot. Maintenant que les carnets sont publiés de l'époque où elle avait 20-25 ans, si jamais vous les ouvrez, moi je les ai ouverts une fois en prenant un long courrier, parce que c'est très gros, et j'ai été effrayée, parce que je voyais qu'à 20-25 ans, elle avait tout lu, et que moi je sais qu'à 20 ou 25 ans, je n'avais pas tout lu. Je n'avais pas lu tous les écrivains, je n'avais pas lu tous les philosophes de mon époque en train d'écrire, tandis qu'elle savait déjà trancher entre Proust et Brunswick, entre le philosophe Brunswick des années 30 et Proust. Elle savait déjà ce qui allait être fort et ce qui était peut-être pas très fort. Et je suis restée absolument stupéfaite. Donc c'est une immense lectrice. Donc quand je dis comme un discours de la méthode, il faut savoir que si vous prenez des phrases de Beauvoir, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs références dans chaque phrase, soit littéraire, soit philosophique. C'est là encore quelque chose d'assez exceptionnel qui est en train d'être découvert en France, à peine, la France ayant beaucoup méprisé Simone de Beauvoir, même en 2008, au moment du centenaire de sa naissance. Moi, j'ai parcouru pas mal de pays, de capitales du monde, où on célébrait, comme vous le faites aujourd'hui, Beauvoir. Et en France, je me suis fait dire dans un séminaire où on m'avait invité à la Sorbonne, « Ah non, tu ne prononces pas ce nom dans cette enceinte. » Vous vous rendez compte? Bon, ça change beaucoup. C'est en train de changer. Et c'est totalement en décalage par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Là encore, c'est une chose qu'il faut savoir. Alors, le privilège, je vais enfin y arriver, eh bien, c'est un mot qu'elle emploie tout le temps. Il emploie tout le temps ce mot-là. Et, stupéfaction quand même, quand on a un peu de mise en perspective historique, c'est étonnant quand même dans le langage existentialiste. Car le mot privilège renvoie à une époque de l'histoire particulière, croit-on. Bon, on peut dire aujourd'hui, il y a des privilégiés, mais le privilège est un terme d'ancien régime. Le privilège, c'est un terme qui normalement fonctionne avant la Révolution. On a même, la nuit du 4 août, fait tomber les privilèges. 1789, pendant la Révolution française. Donc, pourquoi ce mot-là est-il si présent chez Simone de Beauvoir? Depuis lors, je me suis aperçue qu'il était aussi employé chez Sartre ou chez d'autres. Donc pourquoi ce mot-là, dans les années 50, a eu de l'importance? Je n'ai pas fait la recherche, mais j'ai pensé que si elle employait tellement ce mot-là, il fallait peut-être que ça soit le fil qui me permette de comprendre, plutôt de poser la question que j'avais envie de lui poser, c'est quelle est votre démarche philosophique, à quelles conditions vous formulez la possibilité de penser. Et ce qui est étonnant,
c'est que, là je vais vous prendre deux citations par exemple, où vous allez entendre le mot privilège, l'un qui est tiré de La force des choses, donc d'un tome de ses mémoires, un autre de ses écrits, mais ça pourrait être aussi dans le deuxième sexe. Loin de souffrir de ma féminité, j'ai plutôt cumulé, à partir de 20 ans, les avantages des deux sexes. Je fus encouragée à écrire le deuxième sexe précisément par cette situation privilégiée. Elle m'a permis de m'exprimer en toute sérénité. Donc on passe du privilège à la sérénité, vous retenez bien. Hein. Elle a été dans une situation privilégiée qu'elle reconnaît tout de suite, et c'est vrai, parce qu'en 1924 en France, le baccalauréat sera identique pour les filles et pour les garçons. Donc les filles vont pouvoir préparer l'agrégation masculine. Les filles ne vont plus avoir aucune barrière quant au savoir possible. Depuis 3 siècles, on leur disait oui, il faut vous éduquer, mais pas de mathématiques, pas de philosophie, pas de latin, etc. À partir de 24, c'est fini. Simone de Beauvoir représente cette personne-là. Il se trouve que c'est à peu près la génération de ma mère, qui est née quelques années plus tard et qui est devenue aussi une grande intellectuelle, professeure à l'université. C'est qu'elles ont passé, et j'ai fait un texte sur... ma mère étant spécialiste de Simone Veil, la philosophe, et de Peggy surtout. Elle avait fait un papier racontant comment Simone Veil, la philosophe, et Simone de Beauvoir s'étaient rencontrées dans la cour de la Sorbonne, s'étaient insultées mutuellement, entre celle qui était pour les ouvriers et celle qui était pour la grande âme, on va dire. Enfin bon. Et ma mère avait fait un travail là-dessus. Après, moi, j'ai fait un travail sur celle qui racontait cette histoire maintenant. Voilà, c'est assez drôle. Et donc, elles sont privilégiées, ces femmes. Elles sont privilégiées parce que, de facto, on leur donne la possibilité de ne plus être limitées dans le savoir. Puis après, de devenir professeur, c'est-à-dire d'avoir un salaire. Autre citation. Réussir une agrégation de philosophie, c'était se situer d'une manière privilégiée parmi les femmes. Du coup, je me suis fait reconnaître par les hommes. Donc c'est pour ça, elle est, comme elle a dit, les avantages des deux sexes, elle se retrouve du côté des hommes en ayant eu un avantage qui vient d'être donné ou restitué aux femmes. Donc elle appelle ça un privilège, elle continue. Par exemple, là aussi c'est toujours dans l'introduction du deuxième sexe, beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est bien pour ça que je viens de vous en citer 2 autres, Simone Veil et Simone Fraisse, beaucoup de femmes d'aujourd'hui ayant eu la chance, cette fois-ci on n'est pas dans l'avantage, on est dans la chance, de se voir restituer tous les privilèges de l'être humain, peuvent s'offrir le luxe de l'impartialité. Nous en éprouvons même le besoin. Donc là, on est dans les privilèges de l'être humain. Hein, voyez, donc, elle avait une situation privilégiée. Vous connaissez l'importance du mot situation chez les existentialistes. Hein, c'est un terme, c'est l'existence précède l'essence, on est d'accord. Donc, on est dans une situation, donc elle est dans une situation privilégiée. Elle peut se situer d'une manière privilégiée et elle se retrouve dans le groupe des femmes privilégiées parce qu'elle a passé l'agrégation de philosophie. Et elle ajoute, dans 2 des citations que je vous ai données, que ça lui permet soit de la sérénité, soit de l'impartialité. On est donc bien dans un niveau épistémologique. Et c'est ça qui m'a tout de suite évidemment passionnée. C'est-à-dire que c'est de l'épistémologie. Je vais, par le privilège qui m'est donné, et que je reconnais comme tel, je vais pouvoir travailler sérieusement. Donc ça, c'est impartialité, sérénité, et on va y revenir, c'est évidemment important. On a encore toujours dans l'introduction du deuxième sexe, je crois que pour élucider la situation de la femme, vous entendez le verbe élucider, c'est-à-dire de trouver que ça a un rapport à la vérité, ce sont encore certaines femmes, donc les fameuses privilégiées, qui sont les mieux placées. Donc on a eu l'avantage, et cette fois-ci on a eu la situation, et on a le placement, et on a la chance. Donc elles s'identifient à ce moment-là dans les quelques femmes qui ont peut-être les moyens de se mettre à penser. Alors, privilège, sérénité, impartialité. Maintenant, la seconde chose qu'il faut se poser comme question, c'est comment va-t-elle aborder cette capacité,
Elle a travaillé quand même, je crois, 2 ans à la Bibliothèque nationale, a épluché quand même un nombre de textes invraisemblables. Donc j'ai dit que c'était une immense lectrice, c'est vrai. Et on peut vraiment, ça me met dans un état de modestie et d'humilité totale. Et pourtant j'aime lire. Et elle va donc éplucher, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Elle a un savoir encyclopédique. Et à ce moment-là, elle se met à faire ça. Pourquoi? Alors ça, on le trouve là encore dans ses écrits. Elle le dit, c'est dans La force de l'âge cette fois-ci, et non pas dans La force des choses. J'ai dit comment ce livre fut conçu, presque fortuitement, par hasard. Voulant parler de moi, je m'avisais qu'il me fallait décrire la condition féminine. Voulant parler de moi, je comprends qu'il faut que je parle de toutes les femmes avant de parler de moi. Et il se trouve que c'est, en fait, elle le dit ailleurs, c'est ce que Sartre lui avait dit. Il lui avait dit, attendez, vous voulez raconter votre histoire, mais vous êtes qui, vous? Vous êtes une femme, mais vous êtes qui comme femme? Je ne sais plus dans quel texte elle raconte ça. Donc là, je n'ai repris que la citation, parce qu'elle montre son journal à Sartre, et Sartre lui dit, bah oui, mais vous êtes qui? Et la voilà qui part 2 ans à la Bibliothèque nationale. Hein. Et on dit, voilà, c'est quand même, moi je trouve ça beau. Bref, je m'avisais qu'il me fallait décrire la condition féminine. Alors, je souligne, c'est une petite parenthèse, le mot condition féminine, parce que tout à l'heure, il y a eu un léger glissement à propos du mot éternel féminin. Éternel féminin, c'est le mot de Goethe. Goethe parle d'éternel féminin. Entre Goethe et les années 30, ça donnera d'abord la condition humaine avec André Malraux, on passe de la transcendance à l'immanence. Donc l'éternel féminin va être un terme récusé au profit de la condition féminine, terme que moi-même de la génération suivante je récuse complètement. Parce que si on veut me faire de la sociologie, on dit que je fais de la condition féminine. Hein, que je travaille sur la condition, on adore dire que je travaille sur la condition féminine. Donc j'ai fini par faire un texte qui s'appelle En finir avec la condition féminine, il y a longtemps déjà, une vingtaine d'années. Mais donc elle l'emploie. Mais elle l'emploie contre l'éternel féminin qui relève de la transcendance. Donc nous passons bien à l'immanence. Mais c'est pas ça que je veux vous souligner. Je veux vous souligner aussi que donc il fallait décrire la condition féminine. Ça veut dire qu'elle va d'abord parler de toutes les femmes pour parler d'elles. Or, il y a des littéraires sûrement dans la salle, ce qui est très frappant en général, c'est qu'on voit des femmes écrivains en général parler d'elles ou écrire des romans, et un jour, enfin dans ma génération il y en a un certain nombre, se mettent à écrire en général sur les femmes. Je vais faire le livre sur les femmes. Et donc on a le processus inverse, c'est-à-dire qu'on se met à parler du général après le moment où on a parlé de soi. Et elle fait le contraire. Elle parle du général avant, elle va se donner comme condition pour pouvoir écrire ses mémoires de parler de toutes les femmes. C'est donc, elle inverse donc une situation. Elle inverse une situation, et c'est ce qu'on retrouvera dans la comparaison avec Descartes et avec le discours de la méthode, parce que si Descartes dit « je pense, donc je suis », quand on se met à comparer les textes, que j'ai fini par faire une fois, c'est qu'elle dit « je suis, donc je pense ». Alors on va y venir. Je suis, donc je pense. C'est-à-dire qu'elle va effectivement énoncer un cogito, mais ce cogito va avoir des formes particulières. Il ne peut pas être le cogito cartésien. Il ne peut pas être je pense, donc il est je suis une femme d'une certaine... Elle va dire c'est un donné. Elle va dire que le fait d'être une femme, c'est un donné. Donc c'est pas... On ne va pas définir un être féminin, jamais. Elle ne fera jamais cela. C'est en ce sens que j'ai aussi pu travailler sur ces textes, parce que pour ma part, je ne travaille jamais sur la question des qualités masculin-féminin. Donc, voilà ce qu'elle peut dire à propos de... Donc ça, c'est dans La force de l'âge toujours. Je sens que je deviens quelque chose, dit-elle, de bien défini. De bien défini. Je sens que je deviens... Vous notez le verbe devenir. De la même façon qu'elle dit on ne naît pas femme, on le devient. Là, elle emploie encore le mot devenir. On est donc dans l'historicité. On est dans l'histoire. Ce que les existentialistes ont toujours voulu faire. Mais être dans l'histoire, ça veut dire qu'on n'est plus dans le rapport nature-culture.
très important. S'il y en a encore qui la lisent, quand on dit on ne naît pas femme, on le devient, il y en a qui adorent dire il y a la nature au point de départ et la culture au point d'arrivée. Ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant chez elle, c'est le devenir, c'est-à-dire l'historicité. Je vais avoir 32 ans, je me sens une femme faite. J'aimerais savoir laquelle. Je ne sais pas, les femmes de 32 ans ici. En quoi suis-je femme, par exemple? Dans quelle mesure ne le suis-je pas? Et elle ajoute, je sais ce qui est important, donc elle va se poser la question de qu'est-ce qu'être femme. Non pas qu'est-ce que le féminin, mais bon, si je veux écrire mes mémoires, il m'a bien dit, Sartre, et je me le dis à moi-même, qu'il faut que je sache qu'est-ce que je suis. Je sais aujourd'hui que pour me décrire, je dois dire d'abord, je suis une femme. Donc c'est pas je dois dire d'abord je pense, je me répète, c'est je suis. Je suis une femme, mais ma féminité, voilà qu'on trouve le féminin tout d'un coup, n'a constitué pour moi ni une gêne, ni un alibi. Donc elle a effectivement fait partie de cette génération qui a été bien heureuse des lendemains de la Première Guerre mondiale, qui est de pouvoir faire des études longues, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'agrégation masculine. Je sais, les agrégations masculines et féminines ont duré jusqu'à mon époque. Tout ça s'est arrêté en 1975. Moi, j'ai encore passé des concours féminins. Donc c'est intéressant de savoir ce que c'est que l'histoire de l'éducation ou des études supérieures en France. Donc, de toute façon, donc, sa féminité est une donnée de mon histoire, non une explication. Situation donnée. Vous entendez le vocabulaire existentialiste. Hein. Donc, elle part d'un état des choses, d'un état des lieux. Je suis une femme. Et c'est là où moi, je l'ai retrouvée de manière importante, puisque ma formule pour échapper ce que j'appelle des gros mots, et qui s'appelle l'universalisme et le différentialisme, qui étaient ce que j'appelle aussi une aporie, c'est-à-dire une question sans réponse, qui étaient les grands débats des années 70-80, que, en tant que jeune chercheuse, j'ai totalement refusé, quitte à me faire mal voir de mes amis féministes, parce que c'est une aporie, ça ne m'intéresse pas, c'est une alternative, une question sans réponse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que c'est une donnée et non une explication. Donc je n'ai pas à choisir. Je pars de là. Je peux pas faire. Alors j'ajoute une situation plus un privilège, une situation plus une chance. Donc voilà ce qu'elle peut dire à ce moment-là. Donc alors cette donnée et cette explication va savoir maintenant où elle va se situer pour travailler. Parce que bon, ça c'est le premier point. Hein. C'est comme Descartes. C'est je pense donc je suis. Mais après je fais quoi avec ça? Je fais les méditations métaphysiques quand je m'appelle Descartes. Elle, ce qu'elle va faire, c'est le deuxième sexe, c'est de savoir comment elle va pouvoir travailler cette question-là. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a deux exergues que je vais commenter aussi du deuxième sexe. C'est d'une part le premier tome, l'exergue c'est, puisqu'il est là, je peux en priver, plutôt que de faire on vous en a parlé tout à l'heure, mais je vais vous donner... Ne me dites pas qu'il manque. Non. C'est de Poulain de la Barre, donc d'un philosophe du XVIIe siècle, qui a écrit un des grands textes qui renouvelle le concept d'égalité au XVIIe siècle en France. Grand texte que je vous conseille vivement, qui est totalement accessible en poche maintenant, 1673. Et voilà ce qu'il dit: tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et partis. Sauf que elle va dire, elle aussi, qu'on est juge et parti. Elle dit les femmes aussi, elles sont juges et parties finalement. Donc elle va se poser cette question-là. Si je vous le retrouvais là, puisque j'ai le volume sous les yeux. Mais alors, est-ce que je dois être un ange? Est-ce que je dois être un hermaphrodite? Qui dois-je être? Qui tient cette place dans le cogito? D'accord, mon être femme est un donné, une situation, mais pour le travail, je sais que je vais être... Alors les hommes sont jugés partis. Alors ça, c'est vrai que si vous lisez les textes masculins de philosophie,
Vous pouvez faire une thèse là-dessus, hein, sur comment ils sont jugés partis, c'est magnifique. Et ça, ce sont des positions épistémologiques, évidemment. Hein, c'est ce que moi j'ai appelé après, dans Muse de la raison, donc sur les lendemains de la Révolution française, l'impossible procès. Comment faire le procès de la domination masculine? Si vous voulez lire le texte le plus intéressant, c'est l'introduction, j'adore les introductions, ça vous le comprenez, l'introduction du livre de Stuart Mill, John Stuart Mill, sur The Subjection of Women. Et son introduction, c'est à lui que j'ai piqué l'image du procès. Puisqu'il dit, bon, vous pouvez apporter des arguments pour dire que ça ne va pas, qu'il n'y a pas d'égalité, qu'il y a de la domination, etc. Vous n'y arriverez pas. Ça ne va pas marcher. Aucun des arguments ne va être possible, ne va aboutir. On ne va pas y arriver. Donc, le procès, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met sur la place publique une question qui n'était pas censée y être. Ça commence avec la Révolution française. Le concept d'égalité, c'est Poulain de la Barre qui le remet à l'ordre du jour de la façon la plus radicale qui soit. Il n'est pas le seul au XVIIe siècle, mais le plus radical. Donc il se retrouve en exergue du volume de Simone de Beauvoir au XVIIe siècle. Mais c'est seulement avec la Révolution que cette question rentre dans l'espace public. Là, je vous prends l'exemple français, évidemment, qui est celui de la Révolution française et celui que j'ai travaillé aussi. Donc dans cet espace public, est-ce qu'on va pouvoir faire le procès de la domination masculine? La réponse de Stuart Mill, donc là, en 1867 ou je ne sais plus quoi, il lui dit non, on ne va pas y arriver. Donc c'est ce qu'on appelle l'impossible procès dans mon vocabulaire. Chez elle, elle reprend la formule en disant les hommes sont jugés partis. Mais elle aussi, elle dit bien je suis jugée partie. Donc j'ai un privilège. Ce privilège me donne la possibilité d'aller 2 ans à la Bibliothèque nationale. Dans quelques temps, je vais parler de la bibliothèque Sainte-Geneviève aussi, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est cette grande bibliothèque juste à gauche du monument qui s'appelle le Panthéon, hein, dans le 6e arrondissement, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Hein, on se dispute pour y faire entrer des femmes et on a beaucoup de mal. En Lame de Gouges, elle devait y rentrer, finalement elle n'y rentre pas. Bref, c'est toute une longue histoire. Et donc, elle dit les femmes, d'accord, elles acquièrent cette chance, elles sont privilégiées, je suis une privilégiée, mais je suis aussi jugée partie. Donc on sait qu'on a ce problème-là. Donc il faut travailler ce qu'elle va faire. Par ailleurs, j'ai trouvé dans un autre texte plusieurs formules qui m'ont beaucoup intéressée, peut-être parce que je m'y suis à ce moment-là plus identifiée comme chercheuse de la génération suivante. Et c'est quand elle va décrire, donc ça c'est dans les écrits, donc dans un recueil de textes, c'est à propos encore du privilège, donc vous voyez que j'insiste, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi c'est pas un terme que mon humeur a mis en titre, c'est mon travail, ça, c'est sortir le bon mot. C'est très deleuzien. Hein. C'est l'introduction de qu'est-ce que la philosophie. Trouver le bon mot. Hein, moi, c'est ça qui m'a beaucoup servi. Donc c'est le bon mot. Alors voilà, encore du privilège. Donc c'est dans un entretien qu'elle fait avec Alice Schwarzer, donc la féministe allemande qui a lancé Emma, qui est toujours là d'ailleurs, qui vient régulièrement à Paris. La position privilégiée. Donc elle va non plus parler, elle va pas non plus dire j'ai été privilégiée, elle va pas dire nous sommes quelques-unes à être privilégiées, elle prend ses distances et elle arrive à dire la position privilégiée, c'est celle de la personne qui est légèrement en marge. Le monde étant un monde masculin, les grandes décisions, les grandes responsabilités, les actions importantes relèvent des hommes. La femme vit en marge de ce monde. Ainsi, la femme, située un peu en marge de la société, se trouve bien placée, on retrouve le bien placé, bien à sa place, pour faire des œuvres littéraires. Donc la question, ça ne va pas être d'être jugé parti, d'être ange ou hermaphrodite, mais finalement d'être en marge. Et elle aura, un peu plus tard, toujours dans les écrits, une autre image qui colle avec le fait d'être en marge, c'est l'image de la correspondante de guerre. C'est une image que j'aime beaucoup, parce que ça nous renvoie au fait d'être des intellectuels, comme on dit, embedded, embarqués,
Telle est la définition que j'aime bien. On pourra revenir sur ce que c'est que le statut des intellectuels depuis Sartre et Beauvoir. Donc je vous lis là encore un passage de Simone de Beauvoir. Un soldat en train de se battre ne peut pas écrire sur cette bataille. Mais si on est complètement étranger à une situation, on ne peut pas non plus écrire dessus. La position privilégiée, nous y voilà encore, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, le mot, est celle de la personne qui est légèrement en marge. Par exemple, celle d'un correspondant de guerre, qui partage un peu les risques d'un combattant, mais pas complètement, qui est dans le coup sans y être tout à fait. C'est lui qui est le mieux placé pour décrire une bataille. Voilà, je trouve moi j'aime beaucoup ce passage-là. C'est-à-dire que je pense que ça lui correspond tout à fait. C'est-à-dire qu'on est passé... Vous voyez, j'ai essayé de vous faire une série comme ça de situations qui s'enclenchaient l'une l'autre pour arriver finalement au fait qu'elle se décrit comme une correspondante en marge. Elle est dans la bataille sans y être. Ça, elle dit ça aussi par rapport aux féministes qu'elle a rencontrées depuis les années 70. Parce qu'elle a fait amende honorable sur un certain nombre de passages du deuxième sexe au début des années 70, et notamment son chapitre sur l'histoire, où là, elle s'est, mais alors, fourvoyée, et elle le sait, puisqu'elle critiquera très violemment les féministes du 19e et du début du 20e. Moi, à l'époque, qui plonge directement dans ces écrits-là, j'en suis évidemment extrêmement mal à l'aise. Et elle va regretter, évidemment, quand on va lui dire « Mais dis donc, vous avez vu n'importe comment ». Parce qu'elle dit qu'elle se querelle, qu'elle s'énerve, en tout cas qu'elle ne pense pas, quoi. Alors que moi, j'ai, à l'époque, fait exactement le pari inverse en lisant ces textes des années du 19e siècle et du 20e. C'est qu'au contraire, comme je dis d'habitude, le féminisme, ça pense. C'est pas elle pense, c'est ça pense. Ce qui est évidemment important. Donc, elle saura... Là, quand elle dialogue avec Alice Schwarzer, elle est déjà en prise avec cette rencontre avec les féministes du début des années 70. Et elle a évidemment la position quand Alice Schwarzer lui dit maintenant, vous dites nous les femmes, vous ne dites plus je, puisque vous avez entendu là qu'on était dans le jeu épistémologique depuis tout à l'heure. Elle dit non, moi je dis pas nous les femmes, je dis nous les féministes. Donc elle se met clairement dans la bataille. Mais comme correspondante de guerre. Donc on est arrivé au moment donc, où cette... je ne sais pas, vous vous souvenez quand même que je vous ai dit que au tout début, quand elle dit privilégiée, elle parle d'impartialité et de sérénité. Puis son impartialité et sa sérénité, ça devient... Bon, mon impartialité, c'est un peu compliqué quand même parce que je suis jugée partie moi aussi. Et sa sérénité, disons que quand on est sur un champ de bataille, la sérénité, c'est pas la chose qui est la plus évidente à avoir à l'intérieur de soi. Mais je trouve ça tout à fait intéressant. Donc, alors, ce mot de privilège, vous m'avez vu évoluer avec, mais bien sûr, je la retrouve là, je l'avais perdue, la citation sur les hommes sont jugés partis. Elle est là. Les hommes sont jugés partis. Les femmes aussi. Où trouver un ange? En vérité, un ange serait mal qualifié pour parler. Ils ne parlent pas beaucoup, les anges, d'ailleurs. Ils ignoreraient toutes les données du problème. Quant à l'hermaphrodite, c'est un cas bien singulier. Il n'est pas à la fois homme et femme, mais plutôt ni homme ni femme. Bon, ça la regarde, sa définition. À l'époque du transgenre, je ne suis pas sûre qu'on dirait ça exactement. Mais voilà. Et elle dit aussi que c'est en même temps, aucun homme n'aura l'idée d'écrire sur la condition masculine. Alors, il y en a qui tentent leur chance en ce moment, chez nous en France. Il y a eu Bourdieu il y a 20 ans avec la domination masculine, et depuis MeToo, on en a eu au moins 2, dont le dernier est Yvon Jablonka, avec qui d'ailleurs j'ai discuté il n'y a pas très longtemps, dans un débat. Donc il y a des hommes qui écrivent sur la condition masculine, mais c'est vrai que quand elle écrit, elle dit, et c'est pas faux, je pense en 49, quel homme se mettrait à écrire sur ma condition. Donc on peut mesurer qu'en 70 ans, quelque chose s'est passé, puisqu'on est dans un anniversaire, on peut marquer la temporalité.
Donc voilà, un homme n'aurait pas l'idée d'écrire un livre sur la situation singulière qu'occupent dans l'humanité les mâles. Elle appelle ça situation singulière. On n'est pas dans la condition masculine. Si je veux me définir, je suis obligée d'abord d'être là, je suis une femme. Voilà. Donc, comment elle va faire ? Elle va faire deux choses qui, une fois qu'elle est dans la marge, c'est comment va-t-elle utiliser le savoir ? Et ça, c'est une question qui m'a... Là encore, je pense qu'elle fait des inversions par rapport à la tradition qui sont totalement remarquables. Et quand je dis par rapport à la tradition, j'ai toujours en tête une femme que j'aime beaucoup, qui est Germaine de Staël, qui est l'écrivaine donc, des années 1800, de la Révolution et du lendemain de la Révolution française, Madame de Staël, parce qu'elle a traversé ces questions sur comment parler des femmes. Et je vous renvoie notamment au chapitre de la littérature de Germaine de Staël qui s'appelle « Des femmes qui cultivent les lettres », où elle fait aussi un peu une démarche épistémologique comme celle que j'essaye de vous décrire maintenant, puisqu'elle dit, voilà, sous l'Ancien Régime, on pouvait parler comme ça des femmes. Mais maintenant, sous le Nouveau Régime, on est encore dans la Révolution ou juste après, puisque de la littérature, c'est 1801, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 1801. Donc elle dit, ben oui, on n'en parle plus de la même façon, et à chaque fois, donc, on ne peut pas parler, je ne me situe pas de la même façon si je parle comme femme de l'Ancien Régime, privilégiée elle aussi, puisqu'elle est dans les salons. Hein, son père, c'est Necker, ministre du roi. Sa mère, c'est Suzanne Necker, qui fait un petit opuscule sur le divorce, d'autant plus intéressant qu'elle ne le publie pas parce que son mari ne veut pas qu'elle le publie. Enfin, il y a des histoires d'autrices, comme on dit, tout à fait passionnantes de ce côté-là. Et on a leur fille, Germaine de Staël, qui donc dans ce chapitre qui s'appelle « Des femmes qui cultivent les lettres », où elle dit « Elles ne sont ni dans l'ordre de la nature, ni dans l'ordre de la société ». C'est les 10 premières lignes de ce chapitre. On est il y a plus de 200 ans. Donc je vous conseille vivement. Donc pourquoi ? Parce que comment ces femmes vont prendre la parole, donc à partir de le fait qu'elles sont entre la sérénité et la bataille. Entre la sérénité et la bataille. La sérénité, c'est vrai qu'elle datait de 1949, et que la bataille, elle date des années 70. Eh bien, elle le fera, finalement, par le savoir. Par ce savoir que j'ai évoqué, et qui est grandement remarquable chez elle, je l'ai déjà dit. Mais pourquoi ? Parce qu'elle va inverser ce que nous avons l'habitude de voir, là encore dans un sens. Alors là, on a eu l'inversion tout à l'heure, je parle de toutes les femmes pour parler de moi. Et là, ça va être, je pars de la jouissance du savoir, et peut-être je vais raconter la souffrance. Si je prends, c'est pas par hasard que je vous cite Madame de Staël, qui a cette phrase magnifique où il n'y a pas une heure d'étude qui n'a pas calmé les orages du cœur. Je vous la cite de façon inexacte, mais elle est très belle. Donc, le savoir est fait pour calmer les souffrances des femmes. Et beaucoup de femmes se sont reconnues dans cette remarque ou dans cette réflexion. Et nous avons, là encore, un cas spécial avec Simone de Beauvoir, c'est que les choses sont inversées. Elle rentre dans le savoir par la jouissance, par le plaisir. Un des mots qu'elle a employé pour parler de son rapport à la lecture, c'est qu'elle est goulue. Que quand elle rentre, alors là je vais vous trouver aussi quelques passages. Elle dit que quand elle rentre dans cette bibliothèque que je vous citais tout à l'heure, la bibliothèque Sainte-Geneviève, elle s'est jetée dans la mêlée humaine. Elle n'est pas allée réviser ses examens. Moi, à Sainte-Geneviève, je suis allée réviser mes examens, parce que c'est juste à côté de la Sorbonne. Bon, cela dit, c'était un grand lieu de rencontre masculin-féminin, homme-femme. C'est comme un grand lieu de flirt, cette bibliothèque Sainte-Geneviève. Et tout le monde en a le souvenir, moi la première. Mais elle se jette dans la mêlée humaine, je pense qu'elle avait besoin de Sainte-Geneviève. Enfin, de toute façon, elle ne connaît pas ça, sans doute à l'époque. Mais elle dit aussi, dans La force des choses, j'ai eu la constante volonté d'enrichir mon savoir.
Elle se jette dans la mêlée humaine. Elle dit que la lecture est la grande affaire de sa vie. Et alors, ça, on pourrait multiplier les remarques, mais elle est, comme elle dit, elle est dans l'allégresse, quoi. C'est-à-dire qu'elle va avoir un rapport au savoir qui est un rapport de jouissance. Ça pourrait nous faire un détour, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, par qu'est-ce que la sublimation, qu'est-ce que la libido, comment Freud voit la sublimation des femmes, y a-t-il une différence de libido entre les femmes et les hommes? C'est un domaine que j'ai traversé à un moment. Freud s'en mêle un peu dans cette affaire, il ne résout pas vraiment la question, Beauvoir non plus d'ailleurs, mais disons, la question se pose, c'est comme si elle avait sauté toutes les étapes et elle est dans la jouissance dès le point de départ, dans le rapport au savoir. Alors, après, il est bien évident qu'il faut poser la question de savoir s'il n'y a pas quand même un rapport à la représentation de la souffrance. On a adoré raconter cette phrase qui est « j'ai été flouée », qui est complètement sortie de son contexte, donc c'est stupide, donc j'ai perdu. Mais c'est totalement faux. C'est pas du tout ça qui se passe dans les textes de Beauvoir. Et pour ça, il faut revenir à la deuxième exergue. On peut en mettre là, deuxième exergue du tome 2. Extraordinaire. Enfin, il y a chaque fois deux, il y a chaque fois deux exergues, mais je ne vous en ai qu'une, parce que moi j'ai fait mes choix aussi. C'est Kierkegaard. Donc Kierkegaard, philosophe du milieu du XIXe siècle, philosophe qui, je l'ai cité dans un autre texte, dit que si les femmes ont vraiment envie d'émancipation, il va aller au milieu de la place publique et se mettre à pleurer. Donc il a vraiment des problèmes avec la question de l'égalité des sexes. Par ailleurs, comme toujours, tous ces philosophes sont des gens très intéressants de ce qu'ils en disent du rapport entre les sexes, et là ça se complique toujours beaucoup. Mais voilà cette phrase qu'elle prend et qui me paraît remarquable. Quel malheur que d'être femme. Et pourtant, quel malheur que d'être femme, on pourrait dire que Kierkegaard renvoie à Diderot. Diderot, il a un magnifique petit texte que je vous conseille, tout petit, qui s'appelle Sur les femmes. Il y a tout dedans. Vous pouvez le lire 10 fois de suite, vous y trouverez toujours un truc. Il y a à la fois du pour et du contre. Mais il y a un moment, femme que je vous plains. Les philosophes, ils aiment bien la dure loi des sexes, comme dit un autre. Ils aiment ça. Donc dire que les femmes, on sait qu'elles sont malheureuses. On ne va pas dire qu'elles sont pas malheureuses. Elles sont malheureuses, les femmes. Bon. Alors la suite de la citation. Et pourtant, le pire malheur quand on est femme est au fond de ne pas comprendre que c'en est un. Je relis. Et pourtant, il faut lire 2 fois cette citation. Et pourtant, le pire malheur quand on est femme est au fond de ne pas comprendre que c'en est un. Donc, elle fait son deuxième sexe pour nous expliquer qu'il y a du malheur et qu'il faut comprendre qu'il y a du malheur. C'est ça qui est important. Et donc, cette phrase de Kierkegaard est absolument géniale. Et donc, elle va... Et c'est vrai que le malheur, on va le trouver chez Beauvoir. Bien entendu que la souffrance, on l'a trouvée dans ses romans, mais pas seulement. La mort de Zaza, sa grande amie, c'est quand même pour elle quelque chose, je veux dire, le pire qui a pu lui arriver. Attendez, je vais vous retrouver le passage. On a la femme rompue, bien sûr. Mais dans la femme rompue, elle dit « Enfant, adolescente, les livres m'ont sauvée du désespoir. » Donc, on voit bien que les livres arrivent pour sauver du désespoir, mais chez elle, ils sont arrivés avant même. Il y a sa jouissance. Donc, au fond, je dirais que chez elle, on va dire que la souffrance est un accident plutôt qu'une condition féminine. À un moment, c'est comme une sorte de... La jouissance serait un être au monde, et puis il y a les accidents de la souffrance. Il y a un moment où elle peut dire dans ses carnets, tout d'un coup, après avoir vécu un moment difficile, « Je suis aussi neuve que si je n'avais jamais souffert. » Donc, voilà. Jamais je n'ai autant aimé lire, penser,
et que les livres lui donnent la totalité de... Donc elle est sur la vérité de la souffrance, elle saura le raconter avec le moment de la disparition de Zaza, bien sûr, qui est une expérience pour elle de souffrance, mais aussi de liberté. Elle saura le raconter à propos de la préface qu'elle fera pour Violette le Duc aussi, mais à chaque fois, on voit que ce n'est pas... par exemple, dans la préface qu'elle fait pour Violette le Duc d'ailleurs, dont on est en train de rééditer le livre, parce que Simone de Beauvoir avait fait des coupes dedans, pour le faire accepter par Gallimard. Alors, aujourd'hui, seulement maintenant, on est en train de rétablir l'édition complète. C'est intéressant. En même temps, c'est grâce à Beauvoir que Violette le Duc a été édité, ce qui n'est pas rien. Donc elle dit à propos de Violette le Duc, l'impossible devient possible. Alors c'est ça. Voilà, donc tout ça, à propos, oui, c'est ça, c'est le passage sur Violette le Duc. Les livres, ils enfermaient des mondes où l'impossible devient possible. Elle étale devant nous, dit-elle, dit Beauvoir, les pièces du dossier afin que nous la délivrions du mal qu'elle n'a pas commis. Donc elle a un rapport au mal, elle a un rapport à la souffrance, elle a un rapport à la mort. Il serait impossible de ne pas le voir dans ses textes. Mais la question qui m'a intéressée, c'était de le relier d'une part au savoir et d'autre part à la souffrance. Et comment elle va le construire, le mettre en place, plus qu'en scène, le mettre en place de manière totalement originale par rapport à d'autres écrivaines, où on a, à force de les fréquenter, l'idée quand même de chemin plus classique, même chez Virginia Woolf, l'immense Virginia Woolf. On a une sorte de logique de l'explicitation du rapport au savoir et du rapport à la souffrance, où on peut suivre un chemin qui nous paraît balisé à l'avance. Chez Beauvoir, c'est pas possible, parce qu'elle fait de l'inversion comme ça, elle fait une série d'inversions des choses. Alors, je voudrais quand même terminer, je ne sais pas combien de temps il me reste. 17 minutes. Pardon ? 17 minutes, 15 minutes. Oui, mais juste terminer sur un point, revenir à la question du privilège. Revenir parce que... Vous en avez plus alors. Non, mais ça va suffire, on va discuter ensuite. Non, je vais vous dire pourquoi. C'est que dans mon livre, vous comprenez bien que la question du privilège, comme c'est vachement bien, je suis dans celles qui ont eu de la chance au XXe siècle, etc., ça ne pouvait pas suffire. Donc, chez Beauvoir, j'entends, pas chez moi. Et je ne réponds même pas à quelques remarques qui ont été faites quand j'ai sorti mon livre, mais j'avais déjà fait un article donc, des années avant qui s'appelait déjà Le privilège de Simone de Beauvoir, qui disent « Ha ha, on montre comment elle a été privilégiée, ha ha, c'est pas occupée des femmes ouvrières, etc. » C'est qu'elle a utilisé ce terme aussi pour montrer les contradictions du privilège. Et ça, elle l'a fait notamment à partir de la guerre d'Algérie. Donc, c'est la question de l'intellectuel. Donc, je disais au début que la grande différence entre Sartre et elle, c'est qu'il faut relire Plaidoyer pour les intellectuels de Sartre, hein, c'est dans Situation, je ne sais plus quel volume, où il décortique ce que c'est que l'intellectuel, le technicien du savoir, qui est enfermé dans sa classe sociale, mais qui en même temps va prendre position, enfin comment c'est compliqué, et comment finalement, pour une femme c'est simple, comme Beauvoir, puisqu'elle s'occupe de ses affaires. Moi je me souviens très bien qu'un copain, quand on a fait la revue qu'on a fondée au milieu des années 70 avec Jacques Rancière, m'a dit, le féminisme se portait encore assez bien dans le milieu des années 70, disons 75, 78, au moment où on faisait cette revue, et il m'a dit, vous les féministes, vous avez de la chance, vous continuez. Lui, il avait été maoïste, il s'était établi en usine, il était sorti de l'usine, et évidemment, il n'avait pas de perspective. Professionnellement, il s'est rétabli comme beaucoup, mais quelque chose s'arrêtait pour lui politiquement. Tandis que nous pouvions continuer. Même si on a après regardé de très près comment Mitterrand faisait, poser des questions, etc. Enfin, l'histoire a continué. Et donc, elle a effectivement une position d'entrée de jeu où elle est impliquée. Elle est effectivement correspondante de guerre avant même de savoir qu'elle l'était.
Donc, sur ces deux positions, elle a aussi, évidemment, pas seulement pris parti pour les femmes et pour la vieillesse. Je ne vous conseille pas, je ne devrais pas le dire, lire La vieillesse. Elle n'a même pas 70 ans et c'est comme c'est le pur naufrage, quoi. Alors, bon, pour la génération des baby-boomers comme moi, c'est assez rigolo, c'est totalement illisible, quoi. Non, mais vraiment, parce que c'est pas l'expérience du monde. Donc, elle est aussi une intellectuelle par ailleurs. Vous savez très bien, ils ont été contestés. Moi, quand j'ai été en 2008 à Vilnius, en Lituanie, pour célébrer, dans un institut français aussi, Beauvoir, et à Riga, il y a des intellectuels locaux qui sont venus me dire comment les voyages en Russie du couple Beauvoir-Sartre, puis dans les pays baltes, ne leur avaient pas laissé que des bons souvenirs. Et on peut comprendre. Donc, qui avait même, l'une m'a donné le livre qu'elle avait écrit là-dessus, etc. Donc, ils se sont trouvés pris dans des contradictions. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit de cela? C'est-à-dire de ce que c'est que, comment on peut voir, et non pas seulement subir, les contradictions. Voilà. Comment... Alors ça, elle va dire ça. Alors ça, c'est Sartre d'abord que je vous lis. Comment parler dès lors d'une fonction de l'intellectuel? N'est-ce pas plutôt un homme de trop, un produit loupé des classes moyennes, contraint par ses imperfections de vivre en marge des classes défavorisées, mais sans jamais s'y joindre? Donc ça, c'est Sartre et ses situations. Donc voilà ce qu'elle écrit dans La cérémonie des adieux, donc au lendemain de la mort de Sartre. Sartre avait conçu l'intellectuel comme, entre guillemets, technicien du savoir pratique que déchirait la contradiction entre l'universalité du savoir et le particularisme de la classe dominante dont il était le produit. Ainsi incarnait-il la conscience malheureuse telle que Hegel l'a définie. À présent, Sartre pensait qu'il fallait dépasser ce stade. À l'intellectuel classique, il opposait le nouvel intellectuel pour tenter de trouver un statut populaire. Le nouvel intellectuel cherche à se fondre dans la masse pour faire triompher la nouvelle universalité. Là, c'est le grand moment maoïste de l'existentialisme, donc après 68. Mais donc, lui, Sartre cherche comment être un intellectuel, donc se mêler de ce qui ne le regarde pas. Et elle dit, elle est beaucoup plus franche et directe, elle dit, c'est dans La force des choses, je suis complice des privilégiés. Donc cette fois-ci, on a changé de registre. Je suis complice des privilégiés et compromise par eux. C'est pourquoi j'ai vécu la guerre d'Algérie comme un drame personnel. Voilà. Donc, voilà, comment faire, quoi. Donc elle va reconnaître, je pourrais vous donner d'autres citations. Elle cite, ça c'est dans Privilège, c'est au début donc, des années 50, Privilège, parce qu'elle avait un style, je ne l'avais pas encore dit, j'aurais dû le dire plus tôt, le livre qu'on connaît maintenant sous le titre Faut-il brûler Sade, qui est composé de 3 articles, un sur Sade, un sur Merleau-Ponty et un sur la bourgeoisie. Merleau-Ponty, qu'elle critique à ce moment-là beaucoup, est un livre, 3 textes qu'elle réunit au début des années 50, s'appelle au départ Privilège au pluriel. Et dans la réédition immédiate, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être 2 ans plus tard, ça s'appellera Faut-il brûler Sade, qui est le titre du premier article. Sans doute que Privilège au pluriel était un titre pas assez commercial, même si dans les années 50, c'était peut-être déjà la question qui était posée. Mais en tout cas, c'est elle qui utilise aussi le mot privilège comme un titre de ses livres. Et je vous rappelle au passage qu'il y a un bref texte de Stendhal qu'elle aimait beaucoup, qui s'intitule aussi Privilèges, qui sont des petits morceaux choisis de réflexion. C'est un petit peu complexe sur ce statut des privilèges. Donc voilà, donc dans Privilèges, elle écrit Simone Veil, donc la philosophe, j'insiste, dont la droite a exploité abusivement, donc ça elle ne se dispute plus, ça c'était en 29 quand elle se dispute dans la cour de la Sorbonne, dont la droite a exploité abusivement la pensée, mais qui a dressé contre la bourgeoisie bien des procès, a souvent insisté sur cette attitude du bourgeois qui consiste à nier les rapports. C'est, dit-elle, qu'il fuit la responsabilité. Donc, elle sait très bien qu'il faut se méfier du privilège. Elle le dira aussi toujours dans ce même livre.
Toute l'astuce consiste à faire du privilège la manifestation d'une valeur dont la présence conférerait précisément au privilégié le droit au privilège. Alors, comment elle va s'en sortir? Je conclurai un peu sur tout ça. Donc, elle veut bien reconnaître qu'il y a des contradictions dans sa situation de privilège et de réflexion sur le privilège. Alors, pour ce qui est de la question du rapport entre les sexes, après vous avoir dit qu'il faut absolument lire plusieurs fois l'introduction du deuxième sexe, il faut lire plusieurs fois la conclusion du deuxième sexe. Parce que là encore, on a ramassé un résumé d'une densité extraordinaire et où elle va, vous savez, le dernier mot, je ne vérifie pas, je vous donne la preuve. Le dernier mot du deuxième sexe, moi ça m'embête, c'est le mot fraternité. Voilà, c'est le dernier mot du livre, hein. Preuve à l'appui. Donc là, vous ne m'auriez pas cru. Donc, elle va dans cette conclusion, elle est très intéressante aussi, cette conclusion. Je résiste pas. Non, mais... Non, la femme n'est pas notre frère. C'est comme ça qu'elle commence la conclusion. Puis elle finira par fraternité. Alors si elle n'est pas dans les contradictions de la privilégiée. Non, la femme n'est pas notre frère. Par la paresse et la corruption, nous en avons fait un être à part, inconnu, etc., etc. C'est une citation de Jules Lafort, poète de la fin du XIXe siècle. Donc ce qu'elle va faire, elle va dire, beaucoup pensent, beaucoup d'hommes souscriraient encore à ces mots de Jules Lafort. Et elle ajoute, beaucoup d'hommes pensent qu'entre les deux sexes, il y aura toujours brigue et rigotte. Là, c'est Montaigne. Quand je vous disais que chaque bout de phrase est une citation chez elle, une référence à ses lectures. Donc, brigue et rigotte, on est au XVIe siècle, peine début du XVIIe, c'est comme ça qu'on parle, donc conflit, et que jamais la fraternité ne le sera possible. Donc, elle va chercher à se poser la question de comment on ferait, mais comment on ne fera pas. Alors, encore une ou deux fois, le mot privilège. Il ne serait plus tenté, donc les hommes et les femmes, ils ne seraient plus tentés de se disputer de fallacieux privilèges et la fraternité pourrait alors naître entre eux. Mais en même temps, toute oppression crée un état de guerre, donc elle est entre guerre et fraternité. C'est comme ça qu'elle termine ce livre. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que la fraternité, ça ne marche pas, on est dans la contradiction, et la guerre, il faut en sortir. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir du livre. Et quant à moi et à ma conférence d'aujourd'hui, je terminerai par ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est tout mon travail est là. Avant, après, avec ou sans elle. C'est sur la question du devenir historique. Pas du tout au sens de Deleuze, du devenir femme, pour renvoyer une petite conversation, mais sur la question de l'historicité. C'est-à-dire, et c'est ça qu'elle a mis en avant, et que moi je reprends, contrairement à la grande majorité des études de genre ou des études sur la pensée féministe, qui est focalisée sur donc, ce modèle nature-culture périmé, qui a vécu son temps dans les années 1960, oui, mais dont on n'a plus besoin. On sort aussi du modèle auquel s'affronte Simone de Beauvoir, et elle le dit dans son introduction très bien, c'est le modèle du même et de l'autre, qui lui vient de Hegel et de Marx, le même et l'autre. Donc ça aussi, ça ne marche plus, et on le voit aujourd'hui dans la multiplicité, puisqu'on est rentré, à mon sens, au niveau matriciel, de façon conceptuelle, dans l'un et le multiple, que ça soit aussi bien du point de vue des sexualités que du point de vue de la géopolitique. Donc on n'est plus ni dans la nature-culture, ni dans le même et l'autre. Et ce qui rend possible de changer les modèles d'interprétation, de lecture ou de pensée, c'est le devenir historique. Et c'est la chose, après toutes ces années de travail que j'ai quand même derrière moi, c'est la chose la plus difficile à montrer, c'est que les sexes font l'histoire et qu'ils ne sont pas hors de l'histoire. L'histoire de MeToo nous l'a montré magnifiquement. L'histoire que nous vivons cette semaine en France avec l'actrice Adèle Haenel, qui est en train de faire passer d'un cran de plus du point de vue politique la question MeToo, le montre aussi. Non seulement les sexes appartiennent à l'histoire, mais les sexes font l'histoire.
Et ça, c'est l'historicité qui nous est contestée. Quand il y a 2 ans, presque 2 ans, on a une tribune de femmes importantes françaises qui disent « Stop à MeToo !» parce qu'on va perdre la séduction, la galanterie, etc. Elles veulent que l'histoire ne change pas. Donc la question porte sur l'historicité. Et pour ma part, depuis 40 ans et quelques poussières, je lutte pour montrer dans chacun de mes travaux ce qui fait histoire. Et donc ce qui fait rentrer aussi cette question, qui sort la question des sexes, du privé, du fait divers, du passionnel, de l'hystérique, de la morale aussi, pour rentrer dans la fabrication de l'histoire. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que ce mot privilège m'a paru si intéressant, parce que décalé dans le temps du point de vue linguistique, et en même temps tellement porteur, tel qu'elle l'utilise, de possibilités pour analyser son œuvre, par exemple, et puis peut-être aussi d'autres choses hors même ou après son œuvre. Je vous remercie. Je parle combien de temps ?